je sais pas moi, enfin, dès que tu vois le rhinocéros, là tu prends la poubelle et tu la balances dans l'hélicoptère. Ah, coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 34e épisode de Fasciné. Et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 9 septembre. Au programme d'aujourd'hui, Hopkins change de camp, Statham prend sa retraite et un sans plus attendre version 2015. Citadine, casserole et gobelet. Bienvenue dans Fasciné! Laissez-moi vous présenter la crème de la semaine, et c'est amplement mérité. Comme la semaine est particulièrement bonne, il m'a fallu trancher avec un poil d'amertume, mais en tout cas notre numéro 1 va vous faire frissonner de plaisir. Mise en scène par Alfonso Poyar qui signe ici sa deuxième réalisation, Prémonition ou Soleils Outre-Atlantique est un thriller dramatique américain doté d'un budget de 30 millions de dollars, ce qui est très correct pour le registre. Le film sera porté par un Colin Farrell plus machiavélique que jamais dans le rôle de l'antagoniste et qui sera opposé à Sir Anthony Hopkins que l'on ne présente bien évidemment plus. Contrairement aux mégalopoles surexposées dans le cinéma américain tels que Los Angeles ou New York, l'intrigue du film se déroulera à Atlanta, qui est loin d'être une petite ville mais qui est moins connue à l'échelle internationale. Côté scénar, nous sommes donc à Atlanta et nous suivons une équipe d'enquêteurs complètement à la ramasse face à un nouveau serial killer extrêmement méticuleux. Même si la meilleure équipe a été déployée, ils ont toujours un temps de retard et la série de victimes ne cesse d'augmenter. Voilà, ce qui a tendance à les foutre un peu en pétard. Pour compenser la malédiction, ils font appel à un médium du nom de John Clancy qui va rapidement comprendre la raison de ces retards inévitables. Et en fait, le tueur aurait les mêmes dons que lui. Et de ce fait, comment arrêter un tueur qui prévoit l'avenir? Alors, l'une des choses vraiment intéressantes pour le projet se situe au niveau du casting et de la distribution des rôles. Bon, déjà vous avez tous vu ou entendu parler du Silence des agneaux, lorsqu'Anthony Hopkins devint l'un des serial killers fictifs les plus flippants des années 90. Eh bien sachez que vient de s'achever sur HBO la deuxième saison de True Detective, dans lequel Colin Farrell interprète un flic torturé. Voilà, c'est ce qu'on appelle la permutation des rôles. Et au passage, si cette deuxième saison est un petit peu décousue et nous laisse sur notre faim, je vous ordonne de vous jeter sur la première saison, donc de True Detective, qui pour le coup elle frise la perfection. Et donc, eh bien, pourquoi Prémonition? Eh bien, sachez déjà qu'aujourd'hui, nous sommes face à un thriller de choix et de taille, qui n'a rien à envier à son irréprochable aîné. Mais le plus important maintenant sera de se faire sa propre place pour devenir une œuvre ou un chef-d'œuvre à part entière. Et d'ailleurs, les acteurs bankable qui ont rejoint le projet, ils croient dur comme fer. Et vu leur emploi du temps, bah, ils attendent certainement pas après ça. Et tout de suite, le maintenant si... Saviez-vous qu'initialement, le premier projet d'écriture sur Prémonition, eh bien c'était la suite de Seven, permettant à Morgan Freeman de reprendre son rôle de l'inspecteur Somerset. Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si... Et passons tout de suite à la médaille d'argent de ce top. Putain, mais d'où qu'il est Jason? Ah bah il est là. Par contre dépêche-toi parce que tu risques de finir un petit peu en... Oh non! Trop tard. Produit par l'inimitable Luc Besson via Europa Corporation, le reboot de la saga Le Transporteur vient d'enclencher la première. Derrière la caméra, vous retrouverez Camille Delamarre qui a été metteur en scène sur Brick Mansion, mais qui est surtout connu pour ses qualités de monteur. Jason Statham cède sa place à Ed Skrein pour cette nouvelle trilogie, un acteur qui nous est sûrement pas inconnu si vous êtes un grand adepte de Game of Thrones. Intitulé Le Transporteur Héritage dans l'Hexagone, le titre américain devait avoir la même traduction, à savoir Transporteur Legacy, mais la production a préféré Refueled. Comprenez, le transporteur fait le plein. Quelle fine référence. Côté synopsis, c'est bien rien n'a changé, vous retrouverez Frank Martin, un ex-mercenaire qui a totalement changé de vie et qui s'est reconverti dans le transport de colis précieux et pas toujours légal. Réglé comme du papier à musique, il suit une série de codes et de règles afin de toujours respecter les termes de ses contrats en mettant un point d'honneur à être ponctuel. Dans ce nouveau volet, à peine a-t-il accueilli son père venu lui rendre visite en France, qu'il est traîné de gré ou de force dans une terrible vendetta orchestrée par 4 charmantes demoiselles. A l'instar d'il y a 15 jours, nous sommes à nouveau face à un reboot dont la licence peut peser dans le monde du cinéma. En tout cas au niveau du box-office, sûr.
De son côté, Hitman représentait une saga vidéoludique à succès, alors que cette semaine, on redémarre une licence cinématographique qui n'est pas des moindres puisqu'elle a permis de propulser Jason Statham au rang d'action star international. Comme pour beaucoup de productions américano-françaises, l'essentiel du film a été tourné dans l'Hexagone, et certaines scènes ont même été filmées dans la fameuse cité du cinéma, créée par Luc Besson. Et donc, eh bien pourquoi le transporteur Héritage ou Refueled? Eh bien, les choses sont simples. Si tu es vraiment passionné d'action et que seul ce registre te transcende au point de payer 8 à 10 balles pour un ticket de cinéma, eh bien fonce les yeux fermés. Tu retrouveras tout ce que tu as aimé de cette licence et un bonus quant à l'aspect technique qui par définition est meilleur que les précédents. Voilà. Pour les autres, ceux pour qui cette saga est encore inconnue, eh bien ce sera une piqûre de rappel un peu violente qui vous permettra de comprendre l'engouement qu'il y a eu autour de la première trilogie. C'est frais, peu original mais efficace et c'est complètement dynamité par l'Empire Besson. Alors foncez! Et tout de suite, le deuxième maintenant si. Saviez-vous que Jason Statham avait tout de même été pressenti pour redémarrer intégralement cette saga? Mais disons que le cachet qui lui a été proposé pour toute la nouvelle trilogie était inférieur à un seul volet de la précédente. Enfin, un gros écart quand même. Vous le saviez pas, hein? Eh bien, maintenant si. Et pour terminer ce peloton de tête, voici le troisième et dernier film. Alors, j'ai beaucoup hésité entre celui-ci ou Life, qui est un biopic sur les débuts de James Dean au cinéma. Mais disons que, hormis le scénario atypique, j'aime trop ces mecs-là pour les évincer. Saving your life. And that is more important. It's against the rules! I don't trust you enough! Présenté en compétition lors de la dernière édition du Festival de Cannes, Yos est le nouveau film du talentueux Paolo Sorrentino qui avait déjà collaboré avec Sean Penn en 2011 avec The Must Be the Place. Cela faisait près de 40 ans que Michael Caine n'avait pas remis les pieds au Festival de Cannes. La dernière fois, c'était pour défendre Alfie le Dragueur en 1966, qui avait remporté d'ailleurs le prix spécial du jury. Tourné en grande partie dans les Alpes suisses, Yos est un film d'origine italienne qui traite du temps qui passe, des souvenirs et de l'avenir. Même si Harvey Keitel et Michael Caine interprètent des octogénaires, il n'est ici pas question d'aborder le vieillissement ou la mort. C'est plutôt un film centré sur l'espoir et notre rapport au temps. Côté scénario, nous sommes donc dans les Alpes et nous suivons Mike et Fred, un duo d'amis inséparables venus se détendre dans un bel et grand hôtel. Mike, de son côté, est un réalisateur toujours en activité qui est en train de boucler le scénario de son prochain film. Alors que Fred est un chef d'orchestre compositeur à la retraite pour qui il est inconcevable de remettre les doigts sur une baguette. De par leur certain âge, ils se mettent à douter de l'avenir et ne veulent rien regretter avant de quitter ce monde. Et parce que la testostérone c'est bien, adoucir cet épisode avec un personnage féminin, eh bien c'est mieux. Vous retrouverez aux côtés de ces deux légendes la belle Rachel Weisz, une comédienne internationale qui a débuté sa carrière il y a une paire d'années, mais qui s'est surtout faite connaître à la fin des années 90 avec La Momie et sa suite. Après cela, elle a décidé de tourner pour certains des plus grands réalisateurs européens tels que Jean-Jacques Hano ou Alejandro Amenábar. Et donc, eh bien pourquoi Youth? Eh bien tout simplement parce qu'il fait partie de ce genre de film capable de créer la surprise et devenir l'un des films les plus émouvants de l'année. Nous avions d'ailleurs parlé il y a presque 2 mois de While We're Young, un film qui traitait d'un thème similaire avec Ben Stiller, et ce n'est pas anodin. L'homme avec un grand H a pour réflexe de régulièrement se retourner sur son parcours pour lister les choses qu'il a toujours rêvé d'accomplir sans qu'il n'en ait eu l'occasion. Et en cela, Youth est un véritable hymne à la vie qui combat ce terrible sentiment de regret. Et pour finir ce 34e épisode, le dernier maintenant si. Saviez-vous que ce film est une sorte de rêve que s'est construit le réalisateur, puisque les personnages principaux sont d'hypothétiques représentations de lui et d'un de ses amis réalisateurs qui est aujourd'hui disparu. D'ailleurs, le film lui est dédié. Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Hurrah! Merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon bah... Bisous, bisous, portez-vous bien, ciao! Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner. Now your mess is mine.